Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que je vais vous parler de livres. Je vais vous expliquer en fait ce que j'ai retenu des livres qui pour moi sont les plus importants sur la nutrition. Et donc, je vais vous raconter l'essentiel. Et après, ce sera à vous ou pas d'aller plus loin, de lire ces livres. Et il y en a à peu près une dizaine, on verra. Et l'essentiel, c'est vraiment de vous donner le maximum d'informations sur demain pour que vous pouvez choisir et surtout avoir cette vision de qu'est-ce que la bonne santé et qu'est-ce qu'il est possible d'atteindre et comment aussi je peux l'atteindre, même si le comment est quand même beaucoup plus complexe, mais au moins vous livrez les récits de ces gens qui vivaient souvent centenaires, en pleine forme, sans jamais avoir de maladie. C'est vraiment cette idée-là. Le premier livre, donc, c'est Nutrition et dégénérescence physique. C'est peut-être un des plus importants, je pense. Donc, c'est le livre de Weston Price. Weston Price, c'est un dentiste qui, dans les années 30-40, s'est intéressé à la carie dentaire. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de personnes donc, qui avaient des caries dentaires, qui étaient en mauvaise santé, parce que lui, Weston Price, il est né en Angleterre, il a vécu en Angleterre. Euh, et il semblerait que donc il ait un fils qui est mort d'une carie, en fait, suite à une carie. Et donc il s'est dit comment se fait-il qu'on a des caries? Est-ce qu'il existe des hommes sur la planète qui n'en ont pas? Et donc il faut imaginer dans les années entre 30 et 40, avec les moyens du bord, c'est-à-dire que l'aviation en était qu'à ses débuts, donc c'était surtout des trajets en bateau. Et pendant 12 ans, avec ses propres financements, il est parti à la recherche de ces peuples, et souvent c'était des peuples, des tribus qui vivaient de manière isolée, au milieu de nulle part, avec et même il partait donc avec sa femme et avec un appareil photo. Donc à l'époque, c'était pas le petit réflexe, c'était vraiment quelque chose c'était assez gros. Et donc il faut déjà imaginer cela. Et ce qu'il a pu, donc ce dont il parle là dans ce livre de presque 500 pages, c'est alors on ne parle pas de longévité, il n'y a jamais cette histoire de il vivait jusqu'à tel âge. Par contre, c'est des données vraiment concrètes, c'est-à-dire l'état des dents, et aussi c'est des questions, voilà, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font. Et ce qui est très intéressant, c'est que il est allé voir des populations qui, par la suite, n'existaient plus, ou en tout cas leur mode de vie, leur manière de manger, 10 ans plus tard, n'existait plus. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on a un bref aperçu d'un monde qui aujourd'hui n'existe plus. Et ce qui est incroyable, c'est que, alors il a étudié beaucoup de populations, et il en a retenu certaines qui, voilà, il n'y a pas de maladie. C'est-à-dire que par exemple, on prend un exemple concret. On est en Suisse, vous avez deux vallées, quasiment au même endroit. Il y en a une, les gens donc mangent de la farine blanche, du pain blanc, du sucre blanc, enfin comme aujourd'hui même en Suisse, c'est toujours le cas. Une alimentation dite donc moderne. Ce sont des gens qui ont donc des caries, comme nous, modernes, on a des caries, les dentistes, c'est quand même une profession qui marche bien, parce qu'il y a du monde à soigner. Ils tombent malades, il y a des épidémies de choléra, enfin bref, de ce genre de maladie qui aujourd'hui, il y en a un peu moins, mais aujourd'hui on a de nouvelles maladies. Donc de toute façon, le problème n'est pas forcément réglé. Et donc voilà, il y a ces gens-là. Et juste à côté, une autre vallée, donc avec des gens qui ont la même génétique. Mais parce qu'ils sont isolés, ils n'ont pas accès, en tout cas à cette époque-là. Parce que, comme je vous le dis, quelques années plus tard, ça n'existe plus. Comme il n'y a pas de route, c'est des vallées isolées, ils ont une alimentation qu'ils produisent par eux-mêmes. Donc ils sont en autarcie complète. Et ce qui est incroyable, et donc c'est ce qu'il raconte dans son livre, c'est qu'il n'y a pas de maladie. C'est-à-dire que les épidémies, il n'y en a pas. Donc on pourrait se dire, oui, il n'y a pas d'épidémie, mais par exemple, les rhumes, les grippes, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des épidémies, et surtout qu'ils avaient quand même des échanges, parce que certains allaient en ville, puis revenaient. Mais voilà, ils sont en pleine forme, les enfants sont pieds nus au milieu des glaciers sans avoir froid, ils sont tous très costauds, d'ailleurs c'est pour ça qu'il dit que les gardes du Vatican en fait sont choisis dans ces montagnes-là parce que ce sont les gens les plus grands et les plus costauds et les plus en bonne santé. Il donne aussi des informations très intéressantes, c'est que quand certaines personnes vont travailler en ville, par exemple pendant 2 ans, elles développent des caries et quand elles reviennent, eh bien la carie s'arrête
Et il se retrouve à regarder voilà, des personnes donc, qui ont eu des caries mais qui se sont arrêtés. Et depuis qu'ils ont repris leur alimentation donc, du village, il n'y a plus de caries. Et c'est vraiment, lui, à la base, il vient pour ça. Il vient pour observer donc, les dents. Donc c'est des gens qui ne se lavent pas les dents, mais qui ont du tartre, certes, mais qui n'ont pas de caries. Et qu'est-ce que ces gens-là mangent? En fait, c'est lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser ce qu'ils mangent. Et ce qui est intéressant, c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, hein, c'est qu'on va dire, ah bah, ils mangent des légumineuses, ils vont manger des lentilles, ils vont manger du riz, Eux, ils mangeaient donc du pain de seigle, ils mangeaient donc beaucoup de produits laitiers, et des légumes, par exemple des patates, voilà. Mais c'était quelque chose de très simple. Mais lui, il va pas juste dire ah il mangeait du pain de seigle et puis allons dans une boulangerie on va manger du pain de seigle et on aura le même résultat. Non, lui il va regarder. En fait, il a fait des expériences et c'est ce qu'il relate dans son livre, c'est que par exemple il va prendre des rats, il va leur faire manger de la farine, du pain en fait. Il va leur faire manger du pain donc avec de la farine fraîchement moulue et du pain avec de la farine un peu plus ancienne. Voilà, c'est ça. Et il se rend bien compte que les rats, quand la farine n'est pas fraîchement moulue, en fait, ils développent, ils sont plus agressifs, ils sont moins en bonne santé, ils se développent moins. Et pourquoi? Parce que, par exemple, la vitamine E, quand c'est de la farine qui n'est pas fraîchement moulue, en fait, elle va se dégrader au fil du temps. Et aujourd'hui, le pain qu'on consomme, c'est très très rarement de la farine fraîchement moulue. Et par exemple, lui, il avait remarqué que chez tous les peuples en très bonne santé, eh bien, la farine était fraîchement moulue. Parce que oui, il a rencontré d'autres peuples, dans des lieux isolés où ils mangeaient du pain. Mais la farine n'était pas fraîchement moulue. Et c'est ce genre de petits détails qu'on penserait insignifiants, en fait, qui ferait, selon lui, toute la différence. Parce que c'est grâce à ces vitamines qu'en fait, les minéraux et les nutriments qu'il y a dans le pain, mais aussi dans les produits laitiers, vont se retrouver dans le corps. Et donc, donner au corps la possibilité d'être suffisamment résistant face aux maladies, face aux caries dentaires, et face au vieillissement, face au froid, face à tout ce que vous voulez. Il avait aussi remarqué que, par exemple, les gens dans ces montagnes-là consommaient, oui, des produits laitiers. Mais ça n'avait rien à voir avec les produits laitiers qu'on trouve au supermarché, et même à l'époque au supermarché. Et pourquoi? Quelle était la différence? C'était que, oui, c'était du lait cru. Ça, d'accord. Mais il y avait encore quelque chose d'autre, c'est que les vaches broutaient de l'herbe fraîche qui venait des glaciers. Et cette herbe fraîche donnait énormément de vitamines qui sont extrêmement importantes parce que c'est celles qui permettent d'acheminer les minéraux dans votre corps. C'est-à-dire que, par exemple, dans le lait, on a du calcium. Mais si vous n'avez pas les vitamines qui permettent d'acheminer le calcium jusqu'à vos os, eh bien, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On a du calcium dans notre alimentation, mais on n'a pas les vitamines qui vont nous permettre de les acheminer jusque dans nos os. Et qu'est-ce qu'on était où? Oui. Et donc, ce lait, en fait, il a jusqu'à 7 fois plus de vitamines que le lait qu'on va retrouver en plaine. Et donc, 7 fois plus de chances d'avoir les minéraux qui vont rentrer dans votre corps. Et c'est ça la différence. Et lui, c'est ce qu'il a noté, c'est qu'à un moment, il a pris des produits laitiers. Je crois que là, c'était aux États-Unis. Il en a pris plusieurs et il a regardé en fonction des saisons la teneur en vitamines. Et il s'est bien rendu compte qu'en fonction des saisons et en fonction du lieu aussi où les vaches pâturent, eh bien, ça ne donne pas le même nombre de vitamines. Et donc, c'est ce genre de petits détails, c'est ce qu'on apprend. Il raconte aussi l'histoire, par exemple, d'un enfant. Donc, lui se retrouve à soigner des personnes. Hein, et cet enfant, en fait, a les jambes complètement arquées, il a des défauts de croissance. Et il a beau lui donner des minéraux, rien ne se passe. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner donc du beurre cru et je crois que c'est de l'huile de foie de morue, donc qui sont chargés de ces vitamines qui vont transporter les minéraux. Et l'enfant, en 6 mois, bam, ça change complètement. Il se retrouve à être beaucoup plus... en fait, il retrouve des jambes normales et il est en pleine forme. Et ça, c'est quelque chose qui reviendra souvent, c'est que c'est quelqu'un qui, certes, va analyser les populations, mais qui va aussi faire des expériences. Par exemple, à un moment, il prend le cas d'un enfant qui a 16 ans, je crois, et qui est retardé mentalement et physiquement. Il lui change son alimentation. En quelques semaines,
cet enfant, donc enfin adulte, mais qui est en fait un corps d'enfant, eh bien son pénis se forme enfin, il commence à avoir des poils, il commence en fait à devenir finalement un homme. Et comment ça s'explique ça? Eh bien ça s'explique tout simplement que par exemple pour le développement des organes féminins comme masculins, on a besoin de certains minéraux, comme par exemple le zinc. Eh bien même si sa période de croissance est passée quelque part, eh bien le fait d'apporter du zinc plus ces vitamines qui vont permettre au zinc quelque part de venir nourrir ce corps, eh bien le corps va puiser dans ses ressources pour se développer. Bon, l'histoire c'est quand même que cet adulte en fait a fini quand même en hôpital psychiatrique parce qu'il devenait un peu pas violeur, mais un peu dans ce sens-là. Mais par contre, c'est vrai qu'il a grandi. Et donc voilà, on a plusieurs expériences comme ça. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est, bah, voilà, il est allé en Afrique, il est allé voir les Maoris, il est allé voir les Esquimaux. Par exemple, les Esquimaux, c'est super important. C'est très intéressant. Il étudie plusieurs villages. Il étudie leurs dents. Certains ont des caries, d'autres n'ont pas de caries. Et d'autres n'ont que des caries. Même génétique, même environnement, ils vivent quasiment au même endroit. Quelle est la différence? La seule différence, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que ceux qui ont des caries, mais qui ont énormément de caries, ils vivent avec les Européens. Les Européens qui viennent d'arriver, et donc ils partagent aussi cette nourriture. Cette nourriture, c'est de la farine blanche, des gâteaux, du sucre blanc, des conserves. Et alors eux, ils ont énormément de caries. Et ils tombent malades. Ceux qui ont un peu de caries, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ce sont des gens qui vont de temps en temps au comptoir. Donc, ils prennent un peu de sucre blanc, un peu de café, peut-être un peu de chocolat, un peu de farine, un peu de riz. Eux, ils ont un peu de caries. Mais à côté, ils vont chasser. Et puis, on a les derniers. Eux, ils n'ont pas de caries. Alors, c'est incroyable parce que je crois que c'est peut-être 600 dents analysées, il n'y a pas de caries. Zéro carie. Et c'est des gens qui n'ont pas 20 ans, hein, tous. Ils ont parfois jusqu'à 60 ans. Aucune trace presque, je crois que ouais, sur ce peuple-là, il n'y a aucune trace de carie. Et ils mangent quoi? Eh bien, ils mangent traditionnel. C'est-à-dire qu'ils vont chasser, ils mangent du phoque, ils mangent voilà, des poissons, de la baleine. Ils mangent beaucoup de graisse. Parce qu'il faut savoir qu'on pourrait croire qu'ils mangent beaucoup de protéines, mais en fait, à chaque fois qu'ils mangeaient un bout de viande, en fait, ils mettaient de la graisse avec. Et ces graisses-là, en fait, sont chargées de ces vitamines très importantes. Et d'ailleurs, il avait analysé ce qu'ils consommaient, et il s'était rendu compte, par exemple, que les œufs de saumon séchés que les Esquimaux consommaient étaient une des nourritures les plus riches en certaines vitamines, et notamment la vitamine A, E, D, K2, qui sont extrêmement importantes justement pour notre développement et pour le fait qu'on ait ces minéraux, donc calcium, potassium, magnésium, ça peut être zinc, fer, en fait, qui puissent permettre à notre corps en fait, de se développer. Et ce qui est incroyable, là je fais un pont, c'est que ces Esquimaux-là qui dans les années 30-40 donc étaient en pleine forme, vous pouvez vous dire, bon, c'est peut-être un épiphénomène, mais il faut savoir que, par exemple, Jean Mallory, donc là je passe sur un autre bouquin, mais dans les derniers rois de Tulé, dans les années 50, Jean Mallory, donc un explorateur et anthropologue, et je crois qu'il était géographe même de base, et qui est mort d'ailleurs en 2024, hein, donc très récemment, à l'âge, je crois, centenaire, lui est allé là-bas. Il a passé un hiver au Groenland. Et effectivement, ce qu'il raconte dans son livre, déjà, dans les années 50, c'est que les gens avec qui ils vivent, qui sont isolés, ils ont de belles dents, ils sont en forme, ils sont joyeux. C'est un peuple qui est profondément, fort mentalement comme physiquement. Et dans les années 70, il retourne là-bas à Tulé. Donc Tulé, c'est un des lieux les plus au nord de la planète. Et ce qui s'est passé, c'est effroyable, c'est que il me semble que c'était dans les années 60, une base américaine s'est installée, donc pendant la guerre froide, et bien sûr les Américains sont venus avec leur alimentation, en plus de leur pollution.
Et il retourne là-bas et il dit mais c'est effroyable, en fait j'ai quitté un peuple qui était fort, en pleine forme. Il revient et il se retrouve à... en fait ses anciens amis sont tous édentés, sombrent dans l'alcool, les enfants de 14 ans sont édentés, alors qu'avant ils étaient en pleine forme, ils avaient des belles dents. Surtout ce sont devenus des enfants qui ne respectent plus leurs aînés, qui sont disons des voyous. Hein. Et ce qui est intéressant c'est que peut-être que si ce sont devenus des voyous, est-ce que c'est pas parce que leur alimentation n'est plus aussi bonne qu'auparavant, ils ont des caries, ils ont de la douleur, ils se sentent pas bien, leur cerveau n'est plus bien alimenté, et donc voilà, c'est ce que Jean Mallory raconte, et c'est vrai que c'est effroyable, lui en tout cas est effrayé de ça, et a essayé pendant toute sa vie de sauvegarder, d'aider à la sauvegarde de cette façon de vivre. Aussi une chose... alors là, je ne sais pas si c'est le même livre, mais c'est un peu la même chose. C'est qu'il y a un médecin danois qui fait le tour du Groenland dans les années, il me semble, 20. Et les Esquimaux se moquent de lui parce que personne n'est malade. Ça veut dire qu'il va parcourir le Groenland pour soigner, mais il n'y a personne à soigner. Ce sont des gens qui ne tombent pas malades, ou alors ils vont avoir une petite grippe, ou ils ne vont pas avoir grand-chose. Par contre, dans les années 60, plutôt même dans les années 80, les hôpitaux sont remplis. Ils sont tous malades. Mais ils ont changé leur alimentation. Donc il y a clairement un lien entre l'alimentation et le fait de tomber malade. Ok, donc je reviens maintenant donc, sur le livre de Weston Price parce que c'est pas fini. C'est vrai qu'il a étudié les Inuits, mais il est allé voir aussi des choses très intéressantes. Par exemple, le long donc chez les Incas. Et donc le long de la cordillère des Andes, il rencontre donc un peuple donc des gens qui sont quand même voilà de belles dents, ils sont en forme. Mais attention, la jeune génération qui a accès à des aliments un peu plus modernes, eh bien, se retrouve avec des dents qui partent dans tous les sens. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il va aller chez plusieurs peuples où les aînés qui ont une alimentation traditionnelle ont des dents parfaites, ont une grande ossature, sont costauds. Et dès que les parents, dès qu'ils commencent à manger une alimentation moderne, eh bien les enfants qui naissent vont avoir des dents qui partent dans tous les sens. Et c'est intéressant aussi, c'est que par exemple là, en Amérique du Sud, il a accès à beaucoup d'ossements. Ces ossements, tous les dents, il n'y a pas de caries. Et ça, c'est quelque chose qui revient par exemple dans les catacombes de Paris. Vous pouvez voir les ossements. Et à certaines époques, par exemple quand il y avait des guerres, des famines, les caries, il y en a. Mais à d'autres époques, on ne retrouve pas ou très peu de caries. Et ça, c'est un phénomène qu'on va retrouver dans le monde entier. Il y a des peuples qui, on retrouve des ossements, il n'y a pas de caries. Pour repartir aussi sur les voyous de Weston Price, je reviens dessus. C'est que Weston Price, de Jean Mallory, donc qui disait que les Inuits étaient devenus des voyous en mangeant une alimentation donc, moderne, Weston Price en parle. Il a étudié, donc, là c'est un peu borderline ce que je vais raconter, mais il étudie en fait les prisons et il se rend compte que les gens, généralement, dans les prisons, ont tendance à avoir plus une mâchoire courte et avoir une alimentation de mauvaise qualité. Et lui, il explique par finalement donc, un cerveau qui n'a pas pu peut-être se développer à 100%, ou en tout cas qui n'est pas irrigué ou qui ne reçoit pas les nutriments essentiels. Et si je puis ajouter une expérience personnelle, moi plus jeune, donc j'avais une mâchoire comme beaucoup d'entre nous qui partait dans tous les sens. Et c'est vrai que je me rappelle que mon cerveau fonctionnait d'une certaine manière et j'étais beaucoup plus enclin à être un voyou. Et plus jeune, heureusement que j'avais quand même une bonne éducation, mais j'étais à la limite très souvent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec une alimentation beaucoup plus riche, je sens clairement la différence où mon cerveau est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et c'est quelque chose qui revient chez la plupart des personnes qui, du coup, sortent de cette alimentation moderne pour aller vers une alimentation de plus grande qualité. Il y a aussi des choses très intéressantes dans ce livre. Il parle de certaines tribus africaines, par exemple les Maasai, qui mangent donc de la viande, mais pas en si grande quantité que ça. Donc ce sont des éleveurs, ce sont parmi les plus grands du monde. Ils boivent surtout beaucoup de produits laitiers, du sang,
C'est-à-dire qu'ils ont du bétail, ils ouvrent un peu, je crois, c'est un endroit de leur corps, et ils boivent le sang. C'est-à-dire qu'ils ne tuent pas les bêtes. En fait, c'est rare qu'ils tuent les bêtes. Et donc, ils se nourrissent principalement de lait et de sang, avec parfois aussi des fruits ou des tubercules qu'ils vont récupérer chez les voisins. Donc, pareil, ils sont en pleine forme. Et il les compare avec un peuple à côté d'agriculteurs. Et il dit, eux, ils sont plus petits, ils sont moins en forme, ils se font dominer. Et il explique cela parce que eux, ils mangent de manière végétarienne. Et donc, ils ont accès à moins de nutriments. C'est-à-dire parce que le lait, c'est vrai que le lait de bonne qualité est très très riche en certaines vitamines et minéraux. Et il faut savoir que Weston Price était un végétalien convaincu. Et donc, après son petit tour du monde, il a abandonné l'idée parce qu'il n'a jamais rencontré de peuplade végétarienne en pleine forme. C'est-à-dire que les peuples végétariens étaient quand même en forme, mais ils avaient beaucoup plus de caries que par exemple les Esquimaux ou que les Maasai. Mais c'est là où c'est intéressant, il dit que les peuples les plus en forme, les plus beaux physiquement, les plus incroyables qu'il ait pu découvrir, eh bien ce sont des gens qui ne sont pas dans un extrême, ils sont dans le milieu. C'est-à-dire que souvent, ce sont des céréales, par exemple avec du poisson. Il parle je crois que c'est des agriculteurs qui sont au bord du Nil, donc en Égypte, ou au Soudan peut-être aujourd'hui. Et ces gens-là, il dit, voilà, ils ont un corps vraiment bien proportionné, vraiment c'est beau à voir. Et ce sont des personnes qui mangent céréales et poissons. Après, il parle aussi des Maoris. C'est intéressant, donc les Maoris en Nouvelle-Zélande, parce que là, en fait, donc, comme je vous l'ai dit, ils calculent la teneur en vitamines et minéraux de ce qu'il y a dans leur alimentation. Et les Maoris, mais c'est du 20 fois, par exemple, de certaines vitamines. Et ça va être du x40 de fer par rapport à une alimentation moderne. C'est énorme. C'est-à-dire que votre corps a accès à 40 fois plus de certaines ressources. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40 fois plus. C'est quelque chose d'énorme. Et du coup, il rencontre ce peuple qui, vous pouvez le voir, hein, les rugbyman chez les Maoris, ce sont des gens, en fait, ils avaient regardé, ils ont une densité osseuse qui est beaucoup plus forte. Mais d'où elle vient, cette densité osseuse ? Elle vient du fait que le corps, lors de son développement, a pu bénéficier de ces minéraux, de ce surplus de minéraux, pour justement construire des os beaucoup plus forts. Moi, je me rappelle de ma grand-mère, et je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Elle venait de la campagne, elle était costaud, quoi. Quand elle vous chopait, vous ne pouvez pas faire grand-chose, parce que, en fait, et petite, elle avait une alimentation de grande qualité, donc avec plus de minéraux, donc ce qui permet de renforcer les os. Et c'est vrai qu'on remarque que dans les villes, les gens ont accès à une alimentation de moindre qualité, et du coup, ils ont des os plus, ils sont plus chétifs. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça a quand même donné, on a toujours notre tête pour réfléchir, et c'est pas un problème. Mais c'est vrai que on va avoir des corps moins costauds. Et donc les Maoris, c'est intéressant. Il y a une anecdote aussi, moi, qui m'avait marqué, c'est que quand une femme est enceinte, on désigne un jeune homme pour aller chercher un crabe chaque jour pour lui donner. Pourquoi ? Parce que le crabe est très riche en certaines vitamines et notamment aussi en minéraux. Très important pour le développement d'un enfant. Et ça, c'est quelque chose qui revient constamment dans ce livre, et pas que ce livre, hein, dans tous les livres qui parlent de ces peuples en pleine forme. Un homme et une femme, 6 mois avant de faire un enfant, ils avaient une nutrition spéciale. Et c'est là où c'est intéressant, c'est même l'homme comme la femme. Et il en parle dans son livre. Il se trouve, selon donc ses expériences, selon ses observations, un homme qui mange une alimentation de mauvaise qualité, qui fait un enfant, eh bien, il se peut que cet enfant puisse avoir un développement moins harmonieux. Il lui parle parfois même de malformation. Parce que justement, cet homme n'a pas eu suffisamment de nutriments, et donc les spermatozoïdes ne sont pas assez costauds, je dis comme ça. Et ça, c'est très intéressant. Bien sûr, la femme aussi, donc 6 mois avant, c'est une nutrition spéciale. C'est par exemple, là, je pense à ce peuple africain dont il en parle, où ils vont manger des céréales beaucoup plus riches en nutriments que ce qu'ils mangent d'habitude. Et bien sûr, pendant la grossesse, l'alimentation est très importante. Mais ça, bien sûr, vous avez un enfant qui doit naître, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de fer, de calcium, de tout ça.
Après, bien sûr, il parle aussi de l'allaitement, qui est aussi important, où là, c'est vrai que généralement, ce qui revient, c'est que c'est un allaitement durant 3 ans, donc c'est énorme. Mais encore une fois, le lait est un produit fini quelque part de ce que la mère consomme. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui, si on a une alimentation de pas forcément bonne qualité, est-ce que donner le sein jusqu'à 3 ans est forcément la meilleure idée? Je ne sais pas. Voilà. Voilà donc l'essentiel de ce livre, c'est vraiment, pour résumer, pour faire un résumé de ce livre, ce serait que lui, l'idée qu'il retient, chez les peuples les plus en forme de la planète, on mange des organes plutôt que des muscles. Euh, Très très important, la consommation de graisse. Il parle de 30 à 80% de consommation de graisse chez quasiment tous les peuples en termes de calories. Parce que ces graisses, elles contiennent donc des vitamines A, E, D, K2 qui sont très importantes. Et donc il va parler du beurre cru de printemps, parce que c'est au printemps que dans les montagnes, les vaches vont brouter l'herbe fraîche qui est très riche en vitamines, très verte, vous voyez. Donc il y a de ça, il parle de l'huile de foie de morue, il va parler des œufs de poisson, qui sont des aliments très intéressants. Quelque part, tous les aliments fermentés. Aussi, ce qui revient, ce qui est important, c'est tous les peuples qui mangent du pain, c'est que ce pain soit fraîchement moulu, et généralement, il est fermenté. Aussi, une chose, il parle d'un peuple au fin fond de l'Écosse, qui consomme quasiment que de l'avoine. Et l'avoine, eh bien, est fermentée parce que ça permet d'enlever les antinutriments qui bloquent l'absorption des minéraux et ce qui permet donc d'avoir un avoine qui est beaucoup plus digeste, qui ne va pas vous causer de ballonnement et qui va être plus riche, donc plus intéressant pour la santé. Et donc, ils le font toujours fermenter. Et plus ça se destine à une consommation par des personnes âgées ou un peu malades ou pas en forme, et plus donc l'avoine va être fermentée. C'est-à-dire un jour, plutôt que d'un jour, on va faire 2 jours de fermentation. En fait, vraiment, l'idée qu'on retient de ce livre, c'est que ces gens-là rendaient des choses qui n'étaient pas forcément très digestes, le plus digestes possible pour avoir le plus de nutriments possible. Et les histoires qu'il raconte, c'est quand même assez incroyable. Les gens étaient costauds, même des personnes âgées, mais on le voit, il y a certaines photos qu'il a prises, on voit des personnes avec des cheveux blancs, enfin les muscles qu'ils ont. C'est choquant, alors qu'ils ne font pas de sport. Il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas Donc voilà, c'est ça l'idée. Et lui, donc, ça a complètement changé sa vie. Après, il s'est mis donc à faire des programmes pour les enfants qui avaient des caries, où il rajoutait dans l'alimentation du jus d'orange pour la vitamine C, de l'huile de foie de morue et du beurre cru donc, de printemps pour avoir les vitamines. Et il leur faisait souvent des bouillons. Et généralement, avec un seul repas, par exemple à la cantine qui était modifié, eh bien la santé des enfants allait de mieux en mieux. Donc vous voyez, c'est pas forcément de tout changer. Rien que de changer un repas peut déjà améliorer beaucoup de choses. Voilà, j'en ai quand même parlé. Il y aurait tellement de choses à dire. Il y a 600 pages, il raconte énormément d'histoires. Mais voilà, c'est donc le premier livre. Et je vous invite à le trouver sur Amazon. Vous pouvez le trouver un peu partout, même en PDF, en version anglaise. Voilà. Là, on passe à 2 bouquins qui sont aussi très importants. C'est des livres de Sula Bene. Donc, c'est une anthropologue, ethnologue d'origine polonaise qui a vécu dans les années donc, entre 1903 et 1982. Et donc là, c'est des livres qui ont été publiés dans les années 70, 74, 76. En fait, dans ces 2 bouquins, donc The Long Living of the People of the Caucasus, donc voilà, il y a aussi How to Live to be 100, donc comment vivre jusqu'à 100 ans, le style de vie des peuples du Caucase. Donc elle a écrit 2 livres sur ça, elle a fait une assez longue enquête où en fait elle va dans le Caucase et elle va à la rencontre de ces gens qui sembleraient vivre à des âges, c'est assez loufoque, hein. On parle d'une personne qui a vécu jusqu'à 168 ans, de nombreuses personnes qui vont vivre jusqu'à 150, 130 ans, 120 ans, 110 et pléthore de gens qui vont vivre 100 ans, un peu comme si c'était la norme. Et c'est vrai qu'au départ, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait mais qu'est-ce que 168 ans non, mais Et après la lecture de ces livres, et notamment un que j'ai presque, je crois, lu 2 fois, c'est vrai que on peut se poser des questions. Parce que déjà,
il faut savoir que donc, le Caucase, c'était donc dans l'ex-URSS. À ce moment-là, donc, on était en URSS. Et il y a des personnes donc, en ex-URSS, des chercheurs qui ont analysé euh, dans toute l'ex-URSS l'âge des gens et leur santé. Et ce qui est assez incroyable, c'est que c'est principalement dans le Caucase et en Yakoutie qu'on a des super centenaires. Mais sinon, dans tout le reste, malgré qu'ils aient une bonne alimentation, eh bien, les gens ne vivaient pas plus de 100 ans. Après, bon, est-ce que c'est parce que, par exemple, en Ukraine, ils ont une terre très riche en nutriments, mais voilà, ça a été d'énormes famines, ça a été très compliqué. En Sibérie, bon, c'est pareil, déplacement de population, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce que aussi, c'est pas un peu à cause de ça, mais alors que dans le Caucase, il y a eu quand même beaucoup moins de soucis, ils ont été moins touchés. Moi, ce que je trouve assez exceptionnel, la première chose, c'est que les gens qui vivent là-bas, ils tombent jamais malades. Donc on revient un peu à ce que disait aussi Weston Price et même Jean Mallory sur les Esquimaux. Et ce sont des gens qui vont vous dire, bah voilà, moi à l'âge de 30 ans, j'ai eu une fièvre. Et la personne, elle dit avoir 100 ans. Ou une autre qui va vous dire, ouais, j'ai eu un rhume une fois, il y a très très longtemps, ou j'ai eu un mal de crâne une fois dans ma vie. Et ce qui revient aussi, c'est que ce sont des gens qui, à plus de 90 ans, sont tout à fait en forme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'handicap. Ils vivent dans la moyenne montagne ou de la montagne. Ils peuvent bouger, ils peuvent se déplacer. Ils sont complètement autonomes. Hein. Il y a des histoires comme ça. Bon, alors là, je vais rajouter aussi le livre d'Alexander Leaf, qu'il a écrit pareil dans les années 75. Donc c'est un chercheur, lui, qui vient des États-Unis et qui est allé dans le Caucase et qui a rencontré plus ou moins les mêmes personnes. Donc voilà, on va mélanger ces trois livres parce qu'ils racontent la même chose. Et lui parle voilà, de personnes qui disent, bah voilà, moi à 104 ans, mes voisins vont construire une maison. Bien sûr qu'ils ont besoin de mon aide pour construire, parce que je suis en forme. Et dans ce livre-là, c'est plein d'anecdotes comme ça, où, par exemple, l'auteur va dire à quelqu'un, je vous souhaite de vivre jusqu'à l'âge de Moïse. Et il voit que la personne, elle le prend très mal. Mais en fait, il creuse un peu, parce que la personne, elle avait 119 ans, et l'âge donc de Moïse ce serait 120. Donc il lui souhaite de mourir dans un an. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il dit souvent, le problème c'est que je ne me rends pas compte, c'est que entre quelqu'un qui a 70-80 et quelqu'un qui a 110 ans, je ne vois pas la différence. Et là, on pourrait se dire, bon, bah, c'est tous des menteurs, ce sont tous des escrocs. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs histoires où, par exemple, en fait, ils ont recoupé grâce à des témoignages, grâce aux questions qu'ils leur posent, grâce au registre parfois des naissances, mais aux années de mariage, au moment où ils sont appelés pour, par exemple, aller à la guerre ou le service militaire ou ce genre de choses. Et ils se sont rendus compte que chez la plupart des personnes, effectivement, ils pouvaient se tromper entre 5 et 10 ans. Donc parfois, se donner jusqu'à 10 ans de plus. Mais, c'est là où c'est intéressant, c'est aussi, très souvent, ils pouvaient se donner 10 ans de moins. Pourquoi ? Par exemple, il y a un homme qui, on découvre que je crois qu'il avait plus de 110 ans, et en fait, il voulait se remarier. Et donc, il a menti sur son âge en disant qu'il avait moins de 100 ans. Là aussi, on pourrait dire, bon, ce sont des menteurs, mais ce sont des personnes qui, par exemple, ont eu 6 épouses dans leur vie. À 70 ans, avoir 6 épouses, c'est quand même compliqué quand vous avez des arrière-petits-enfants. Et c'est là où ce livre, je le trouve très intéressant. Et d'ailleurs, il n'a jamais été traduit en français pour le moment. Mais c'est que vraiment, voilà, au début, on se dit, mais c'est pas possible. Et puis, à force, on se dit, mais pourquoi pas ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de preuves. Et c'est pas les seuls. Il y a quand même de nombreuses personnes qui sont allées là-bas, qui ont vu la même chose. Il y a aussi, ce qui peut être remarquable, c'est que les femmes font des enfants jusqu'à 50, 60 ans. D'ailleurs, il me semble que c'est marqué que les femmes ont leur ménopause beaucoup plus tard que dans le monde moderne. Même les hommes, alors ça c'est drôle, disent que quelque part faire l'amour, avoir des relations avant 30 ans, c'est bizarre, ça se fait pas. Et beaucoup d'hommes vont se marier à 60, 65 ans par exemple. Et d'ailleurs il prend l'exemple où par exemple il y a une fratrie où les sœurs en fait ne se marient pas tant que leur aîné ne s'est pas marié, tant que leur frère ne s'est pas marié. Sauf que leur frère, il va se marier vers 60 ans, donc elles vont attendre.
Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, où on a une grande différence avec, par exemple, des peuplades assez proches, où les femmes, dès 20 ans, ont déjà 2, 3 enfants. Euh, donc ça, c'est assez remarquable. Il y a aussi une chose, c'est que, voilà, aujourd'hui, pourquoi ce monde-là n'existe plus, c'est que moi, j'y suis allé dans le Caucase à plusieurs reprises, et en fait, tout a été détruit. Il y a eu des guerres, il y a eu aussi, déjà à leur époque, une modification de leur alimentation. Donc là aussi, l'alimentation, on peut en parler. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Alors, ce qui revient déjà souvent, c'est des produits laitiers. Bon, des produits laitiers de très grande qualité. C'est eux qui font tout eux-mêmes. Ils mangent du pain de maïs, sans doute au levain, ou en tout cas nixtamalisé. C'est-à-dire qu'avec de l'eau de chaux, ou ça peut être de la cendre, on va faire en sorte que le maïs devienne complètement... donc c'est la niacine, je crois que c'est la vitamine B6, qui devienne complètement assimilable dans le maïs. Ils mangent beaucoup de crudités. C'est-à-dire que ça peut être des tomates, des oignons, de l'ail. Ça, c'est vraiment des aliments qui font partie de leur régime alimentaire. Ils mangent de temps en temps de la viande, mais c'est assez rare. Ils prennent le temps de manger. Alors, une chose très surprenante, c'est qu'ils boivent de l'alcool. Par exemple, en Azerbaïdjan, quand ils interrogent ces personnes qui ont des âges assez élevés, donc ce sont des peuples qui sont musulmans, et quand on leur dit mais pourquoi vous buvez du vin, ils disent comment peut-on vivre sans vin? Et ce sont des gens qui boivent énormément de vin. Mais là encore, c'est du vin qui est naturel, il n'y a pas de sulfite dedans. Donc c'est différent. Le vin n'est pas mort, le vin est vivant. Il y a ça. Qu'est-ce qu'ils font aussi? Ah oui, donc l'été, ils mangent plutôt des produits laitiers et beaucoup de légumes. Ils mangent aussi des fruits. Et l'hiver, c'est là où ils vont manger la viande. Parce qu'il n'y a plus accès aux produits laitiers. Ou beaucoup moins. Ils mangent des patates aussi, ce genre d'aliments, mais c'est une alimentation assez simple. En termes de calories, ils sont à 2000, les vieux un peu moins. Ah, aussi, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est que pour eux, un homme jeune, c'est, je crois, jusqu'à 60-70 ans, vous êtes jeune. Et après, leur force décline petit à petit. Mais petit à petit. C'est-à-dire que là, il prend des exemples où une femme, elle dit qu'elle a 140. Bon, il semblerait que dans les faits, plusieurs chercheurs, en fait, qui ne se connaissaient pas, tableraient plutôt sur 130 ans après lui avoir discuté avec elle, ce qui serait énorme. Mais voilà, encore une fois, on n'a pas des preuves vérifiables dans le sens où il n'y a pas les registres des naissances. Mais bon, il y a les mariages, il y a le moment où son mari est parti à la guerre. Enfin voilà, qui est quand même, vous regarderez si vous lisez le livre, c'est quand même assez... je pense qu'on peut quand même accorder du crédit. Et cette dame, elle a travaillé, je crois, jusqu'à l'âge de 120 ans dans la... Non, mais je crois jusqu'à 128 ans, je crois qu'elle a travaillé. Enfin, et elle a gagné à 100 ans, plus de 100 ans, elle a gagné un prix parce qu'elle ramassait le thé. Voilà, dans une plantation de thé, elle ramassait le thé beaucoup plus vite que les autres. Et elle a pris sa retraite, il y a très peu de temps, en fait. C'est des gens qui travaillaient toute leur vie, qui s'arrêtaient jamais de travailler. Et d'ailleurs, ils le disent, pour être en forme toute sa vie, on a besoin de travailler. Et donc voilà, c'est aussi quelqu'un, elle a une canne, mais d'ailleurs, on le voit sur un documentaire, elle danse. Et cette dame, effectivement, tous les matins, elle se fait un shot de vodka. Bon, vodka, j'imagine, produite dans le pays, donc beaucoup plus intéressante, beaucoup moins... une meilleure qualité. Mais c'est vrai que après la lecture de ces livres, on est un peu estomaqué. Comment on peut expliquer cette longévité, cette résistance aux maladies? Donc il y a l'alimentation. Je pense qu'il y a aussi, parce que c'est là, dans le Caucase, par exemple en Géorgie, il y a des gens aussi qui vivaient proches des marécages, en plaine. Et ces gens-là, ils tombaient malades, ils vivaient beaucoup moins longtemps. Est-ce que ce ne serait pas parce que la qualité de l'eau? Est-ce que ce ne serait pas la qualité de l'eau, dans le sens où une eau de montagne qui est plus riche en certains minéraux, une eau dure, donnera beaucoup plus de minéraux au corps pour justement se réparer, se construire. C'est pour finir. D'ailleurs, on voit sur un documentaire des hommes de plus de 100 ans danser, monter à cheval, se baigner dans de l'eau froide.
Donc voilà ces 3 bouquins. Ils sont trouvables donc sur Internet, hein, en PDF notamment. Là, l'autre livre dont je voudrais parler, c'est l'étude de Pottenger sur les chats. Donc Francis Pottenger, dans les années 1901 et 1967, donc il est mort en 1967, c'est un médecin et chercheur américain. Ce qu'il a fait, je pense qu'on ne pourrait plus le faire aujourd'hui, il prend des chats, plus de 900 chats, et il va faire des expériences sur les chats, des expériences alimentaires. Il va leur donner différents régimes. Et je vous en parle, on dit on est des chats, qu'est-ce que c'est des expériences sur les chats? Oui, mais on fait beaucoup d'expériences sur les souris pour savoir ce qu'il nous faudrait comme régime alimentaire. Donc les chats, c'est quand même bien différent, mais si vous lisez le livre de Weston Price ou même en Abkhazie, vous verrez que ce qu'il raconte, ça fait écho. Et c'est là où c'est intéressant. Donc pour moi, c'est une preuve de plus de l'importance de bien manger. Donc il prend des chats. Il leur donne à certains une alimentation crue, de viande crue. À d'autres, il leur donne une alimentation de viande pasteurisée, à haute température. Donc les protéines, les vitamines ont été dégradées. Et qu'est-ce qu'on trouve, nous, dans nos supermarchés? C'est ce qu'on retrouve. C'est une alimentation cuite à haute température où la plupart des nutriments essentiels à notre bon fonctionnement ont été dégradés. Eh bien, première génération, donc les chats mangent, pas de souci. Donc les chats qui mangent cru tombent beaucoup moins malades et ceux qui mangent pasteurisé, ils vont avoir un peu de maladie, mais ça passe. Ils font des enfants. Première génération, ceux qui mangent cru, il n'y a rien qui change. Ils ont une ossature forte, ils sont musclés, ils ont des belles dents, tout va bien. Ceux dont les parents ont mangé une alimentation de moins bonne qualité sont un peu moins costauds, vont avoir des mâchoires un peu plus petites, vont être un peu plus chétifs et vont développer plus de maladies. Troisième génération, ou deuxième plutôt. Donc ils refont des enfants. Et là, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que ceux qui mangent toujours cru, il n'y a aucune différence. Ils se reproduisent, c'est les mêmes physiques, c'est la même bonne génétique, pas de maladie. Ceux dont les grands-parents ont mangé donc une nourriture pasteurisée, une nourriture moderne quelque part, si on peut prendre pour des êtres humains, et dont les parents ont mangé cette alimentation, eh bien cette troisième génération se retrouve avec des dents qui partent dans tous les sens, avec des caractéristiques féminins comme masculins qui sont vraiment dégradées. C'est-à-dire que les femelles ne ressemblent plus vraiment à des femelles, ne se comportent plus vraiment comme des femelles, et les mâles, idem, ne sont plus vraiment comme des mâles et ne se comportent plus comme des mâles. Lui, il parlera de sexualité déviante. Je ne sais pas ce qu'il entendait par là, pour le coup. Mais en tout cas, ils ont plus de mal à se reproduire. Ils tombent malades beaucoup plus souvent. Ils sont beaucoup plus craintifs ou, au contraire, beaucoup plus agressifs. Et là, roulement de tambour, 4e génération. Ceux qui mangent cru, toujours rien, pas de différence, tout va bien. Ceux qui mangent une alimentation moderne, ils n'arrivent plus à se reproduire. Ils n'arrivent même plus à se reproduire. Ils sont malades. Il y a beaucoup de morts-nés. C'est une catastrophe. Et je ne sais pas si... Enfin, j'ai pu l'observer, que ce soit par exemple en allant au Cameroun, chez les Pygmées, et j'en ai parlé avec eux, où il y avait des enfants qui avaient des maladies, qui n'étaient pas forcément en bonne santé, et où on disait, mais c'est peut-être parce que vous avez un bouillon cube à l'intérieur, où il y a des additifs, il y a du glutamate monosodique, il y a ce genre d'additifs qui sont potentiellement cancérigènes, potentiellement qui peuvent atteindre le système nerveux, bref, qui ne sont pas forcément très bons pour notre santé. Et c'est vrai que leurs parents ou grands-parents disaient, mais c'est vrai que nous, on mangeait les épices des forêts, on mangeait ce que nos ancêtres mangeaient, et c'est vrai qu'on est costaud, on a des belles dents, on n'a pas de problème de santé, on est en forme, et c'est vrai que nos enfants sont malades. Comment ça se fait? Est-ce que ce ne serait pas justement parce que en abandonnant l'alimentation traditionnelle, beaucoup plus riche en nutriments, et en prenant ce que le progrès
à apporter, parce que moi je les ai vus, hein, jusqu'au fond de la jungle, jusqu'au fond des forêts au Cameroun, pendant 10 heures de route, de la route en terre, vous savez, des camions gigantesques remplis d'alcool sec à mâcher, enfin à prendre comme ça, remplis de bonbons, remplis de gâteaux, remplis d'épices pleines d'additifs. Et ça, pour moi, ça a ruiné donc leur santé. Et en tout cas, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire. Et voilà, pour revenir sur Pottenger 4, donc l'étude sur la nutrition, lui, il a remarqué ça. Il a remarqué aussi quelque chose de... À un moment, il enlève, il me semble que c'est la glande thyroïde des chats. Et il va leur donner donc des glandes thyroïdes. Et là, incroyable, c'est qu'il y a des chats qui sont capoutes, qui sont KO, et d'autres qui sont en pleine forme. Et tous, il leur a enlevé la thyroïde, mais à certains, il a donné, et à tous, il a donné donc, je crois que c'est de la thyroïde ou c'est des compléments, c'est des organes de thyroïde aux chats. Sauf que, et ça il le voit après, hein, il se dit mais c'est quoi la différence? Et en fait, c'est que les chats qui n'ont plus de thyroïde, mais qui consomment des thyroïdes d'animaux qui pâturent toute la journée, qui sont au grand air, qui mangent une nourriture naturelle, eh bien, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui n'ont plus de thyroïde, qui consomment des organes d'animaux qui sont plutôt dans les plaines, plutôt dans des fermes où on leur donne des céréales qui ne voient pas forcément la lumière du jour, eh bien là, c'est une catastrophe. Et ça rejoint les travaux de Weston Price, ça rejoint en fait les travaux de tout le monde, même moi, ce que j'ai pu observer lors de mes voyages, c'est exactement ça, c'est que quand l'aliment et la source de l'aliment est de mauvaise qualité, derrière, en fait, vous allez manquer. Je pense comme ça, dans les années 1800, vous avez des Français qui prennent des vaches suisses, des montagnes suisses, pour les emmener dans la forêt d'Aubervilliers en France. Pourquoi? Parce que le fromage de ces vaches suisses, qui font donc du lait de haute qualité, eh bien, il a des vertus thérapeutiques. Il est réputé soigné, enfin, c'est miraculeux. Ça peut s'expliquer, parce que les plantes qu'elles consomment ont des propriétés. Je vous rappelle que la plupart des médicaments, même aujourd'hui encore, on a pris des principes actifs de plantes. Eh bien, en forêt d'Aubervilliers, ils font, donc les vaches, elles sont dans la forêt, elles broutent, tout se passe bien. 1 an plus tard, elles font du lait, on fait du fromage, et là, bah oui, c'est peut-être la même race, mais elles ne mangent pas la même chose. Ce qui fait que le fromage n'est plus du tout thérapeutique, n'est plus du tout intéressant, ne contient plus tous ces principes actifs, toutes ces vitamines si intéressantes pour notre santé, parce que le lieu de production n'est plus le même. Et c'est là où, ce que je trouve dommage, c'est que dans les études aujourd'hui, quand on va étudier les centenaires, on ne regarde pas qu'est-ce que mangent on regarde ce que consomment les personnes, mais on ne va pas dans ce détail, dans ce détail de ce qui est très important, c'est que la terre soit riche, c'est que les animaux mangent naturel. Je prends par exemple sur l'île d'Okinawa, au Japon. Je suis allé au Japon dernièrement. Bon, pas sur l'île d'Okinawa, j'ai pas forcément eu besoin. Pourquoi? Déjà, on pourrait croire que sur l'île d'Okinawa, comme tous les Japonais, ils mangent du riz et du poisson. Eh bien, pas du tout. Sur l'île d'Okinawa, on l'appelait l'île aux cochons. En fait, ils consomment énormément de patates douces, des patates douces violettes, des patates douces très riches en nutriments, beaucoup plus que du riz blanc. C'est-à-dire que la patate douce comme le riz apporte des sucres, apporte de quoi créer de l'énergie, mais la patate douce va avoir beaucoup plus de minéraux ou de certaines vitamines, contrairement au riz blanc, qui en aura beaucoup moins. Aussi, ils mangent énormément de porc. Oui, mais c'est pas le porc que vous allez trouver en France. C'est pas le porc que vous allez trouver même dans un porc bio ou quoi que ce soit. Parce que ce que mangeaient les porcs là-bas, c'était des patates douces. Et il faut savoir que les porcs, du fait de leur manière de comment ils digèrent, si vous leur donnez des céréales, c'est ce qui est souvent le cas, et même des éleveurs qui font bien les choses vont leur donner de la baguette ou ce genre de produits, eh bien, ils vont les digérer comme nous, mais sauf que ces aliments-là en fait, vont produire des allergènes, vont produire des trucs que le corps ne peut pas vraiment utiliser, qui sont pro-inflammatoires. Et donc, si demain,
vous vous dites je vais manger comme à Okinawa, et que même vous allez dans un milieu qui est le même au niveau de l'environnement, mais que vous mangez du porc qui a consommé de la baguette ou des céréales, vous n'allez pas du tout avoir le même résultat. Vous allez avoir beaucoup plus d'allergènes, vous allez avoir beaucoup plus de risques de tomber malade, vous allez avoir accès à moins de minéraux. Bref, et c'est ce genre de détails qui fait en fait toute la différence entre une alimentation qu'on croit bonne, équilibrée, et une alimentation qui l'est vraiment en profondeur. Ce livre-là, j'aime beaucoup. Donc c'est des hommes et des plantes. Donc c'est Maurice Mességuet, donc un Français, qui est né en 1920 et qui est mort en 2017. Donc c'est un herboriste, guérisseur et auteur français. Et d'ailleurs, on peut toujours trouver donc son laboratoire. Donc il a écrit ce livre dans les années 70 et il raconte sa vie d'herboriste. Et j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui, déjà à l'époque, en fait, il nous parle du pouvoir des plantes. Et ce qui est incroyable, c'est que il a eu énormément de procès contre des médecins qui, au final, se retrouvaient en fait il faisait de l'exercice illégal de la médecine, dans le sens où il donnait des plantes, il soignait les gens, hein, là où en fait la médecine classique n'y arrivait pas. Mais c'est qu'à chaque fois, en fait, ce qu'on lui reprochait, ce n'était pas c'était de faire, en fait, c'était de soigner. C'était de soigner sans avoir le titre de médecin et sans utiliser en fait les outils d'un médecin. Et pourtant, bon nombre de médecins, et il le raconte notamment dans son livre, qui au départ disaient mais qui c'est celui-là, qui c'est ce charlatan? Parce que oui, il en existe dans le monde alternatif pour bien connaître ce milieu, bien entendu. Mais les médecins se rendaient bien compte quand, au bout d'un moment, ils envoyaient leur femme ou même eux, parce qu'ils avaient un problème ou leur cousin, et que ce mec-là, il avait un don. En fait, quand quelqu'un arrivait, il sentait, il disait « Ah, ok, vous avez ça », il regardait les doigts, il regardait les mains, il regardait le visage. Et tout de suite, il disait « Ah, là, je vais vous donner un peu d'ortie, un peu de trèfle, un peu de houblon. » Enfin, il mélange un peu de thym. Enfin, et selon chaque personne, il modifiait et il avait des résultats incroyables. Et pour moi, quand on parle de guérison, et j'en connais des naturopathes, et peut-être que j'en fais partie, mais vous savez, il y a la connaissance, il y a ce que vous savez, et il y a ce que vous ressentez. Et pour moi, un bon guérisseur, c'est quelqu'un qui ressent, qui est quelque part un artiste. Vous voyez, sinon c'est facile, vous demandez à ChatGPT. Mais un bon guérisseur, et Maurice Mességuet en était un, il a soigné un président français, par exemple, qui avait 10 kilos à perdre, il lui a fait perdre en une semaine avec des plantes, des bains de pieds. Il le raconte dans son livre, ça. Donc c'était avant la 5e République. Donc c'était président qu'on ne connaît pas forcément, mais il y avait de ça. Il a été le roi en Égypte, où il avait un palace pour lui tout seul et il le soignait. Il le soignait donc avec des plantes. Il a été invité un peu partout parce que il était très réputé. Mais c'était quelque part un artiste. Et pour moi, un bon guérisseur, si vous m'entendez que soit vous êtes médecin, soit vous êtes praticien de santé ou alternatif, vous devez avoir effectivement une base de connaissances. C'est ultra important. Moi, je sais que par exemple, j'ai fait une formation de health practitioner qui m'a apporté des bases vraiment, vraiment solides et c'est très important. Mais un bon praticien, c'est quelqu'un qui a un sens qui est comme un artiste. Sinon, vous êtes chercheur, vous êtes conférencier et vous serez très bon à cela. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce livre parce que vraiment il est incroyable. Il va utiliser les plantes d'une manière, c'est beaucoup de bains de pieds, de tisanes. Et après ce livre, voilà, je me suis dit, mais c'est vrai que on va chercher des compléments, on va chercher des ci, des ça, des trucs un peu complexes. Mais les plantes, quand elles sont bien utilisées, c'est juste incroyable. Bon, le problème, c'est que la profession d'herboriste a été interdite en France depuis pas mal de temps, que les naturopathes ne sont toujours pas reconnus. Par exemple, les health practitioners qui sont reconnus, donc le diplôme est reconnu en Allemagne depuis très longtemps, en Suisse récemment, je crois en Autriche, c'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est dommage parce que la médecine classique est très utile. Et il en parle, il le dit, il travaille avec des médecins, de concert avec des médecins. Mais elle a besoin, parfois, d'aller plus loin.
et de se faire aider par ces personnes-là qui ont ce sens. Et d'ailleurs, certains médecins aussi ont ce sens. Mais parfois, voilà, on a besoin d'aller chercher plus loin, d'aller chercher des spécialistes d'une discipline. Aimé Ségué en était un, mais d'ailleurs, il a pris des cours de médecine, hein. Lui aussi s'est rendu compte que, oui, c'est bien d'être un artiste, c'est bien d'avoir ce sens inné. En fait, son père était guérisseur, hein, prenait des plantes et soignait les gens comme ça. C'est bien d'avoir ça. Mais il s'est vite rendu compte qu'il avait besoin aussi de cours d'anatomie. C'est très important justement pour avoir une pratique qui est beaucoup plus efficace. Et voilà, moi je suis le premier, bah voilà, je travaille avec un chercheur. Enfin, on a besoin des deux. Et bon, voilà, ce livre, c'est un peu l'histoire, donc il raconte un peu sa vie. Et je le trouve très très intéressant, même pour qui voudrait le lire, pas forcément que pour les